Mais bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui au rendez-vous d'histoire de Québec. Merci à Catherine Ferland et toute l'équipe de m'avoir invité puis de me permettre de vous partager une grande passion pour moi, qui est l'histoire de la présence africaine, afrodescendante au Québec depuis l'époque de la Nouvelle-France, mais aussi de l'esclavage. Je m'intéresse beaucoup à cette histoire-là parce que notamment, il n'y a pas de repères afro-québécois et afro-canadiens. C'est-à-dire que dans la population générale, quand on pense au passé noir, quand on pense à l'esclavage, automatiquement, on pense aux États-Unis. Quand on parle d'esclavage, qu'est-ce qui nous vient en tête? Les champs de coton du sud de l'Alabama, du Mississippi. Parfois, on peut penser aux plantations de canne à sucre, admettons en Martinique, à Haïti, mais généralement, c'est le sud des États-Unis. Quand on pense à la militance, entre autres, on va penser, admettons, à Martin Luther King, on va penser à Rosa Parks, mais rarement qu'on a des référents afro-québécois et afro-canadiens par rapport à notre passé noir. Et donc, pour moi, à travers mes différentes initiatives en histoire, j'essaie de créer ces repères, ces marqueurs, pour qu'on puisse connaître cette histoire-là. Parce qu'on a un passé noir aussi, on a un afro-passé ici, au Québec et au Canada. Aujourd'hui, je vais diviser la présentation en deux parties. La première sera par rapport vraiment à la nature de l'esclavage ici, comparé à l'esclavage ailleurs dans le monde atlantique. Donc, quand je parle du monde atlantique, c'est principalement l'Amérique, parce que le monde atlantique, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi l'Europe, mais principalement le type d'esclavage qu'il y a eu dans les Amériques comparé à ici au Québec. Et la seconde partie sera par rapport à mon exposition Fugitif que j'ai présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en avril 2019. Donc, pour moi, le concept de fugitif est très important. Parce que comme vous allez voir un peu plus tard, il n'y avait pas beaucoup d'esclaves ici. Donc, il n'y avait pas d'opportunité de rébellion armée comme on retrouve partout ailleurs dans les Amériques. C'est-à-dire que partout où est-ce qu'il y a une grande démographie d'esclaves, il y aura des rébellions armées. États-Unis, Haïti en est le meilleur exemple, Martinique, Guadeloupe, Brésil, Cuba, partout où est-ce qu'il y a plusieurs personnes asservies, plusieurs captifs, plusieurs esclaves, on retrouvera des rébellions armées. Mais ici, il n'y a pas beaucoup d'esclaves. Donc, le seul moyen de résister à l'esclavage, je dirais dans la manière ultime, c'est de s'enfuir. Parce qu'il y avait des petites résistances qu'on peut appeler comme ça, des résistances quotidiennes. C'est-à-dire ralentir le débit de travail, faire semblant qu'on comprend pas les ordres du maître, uriner dans la nourriture qu'on prépare. Et donc, il y a ces petites résistances quotidiennes. Et ça peut aller jusqu'à l'infanticide, c'est-à-dire tuer nos propres enfants. Ça peut aller jusqu'au suicide. Ou, la plus récurrente ici, la fuite. Je vais y revenir. D'abord, voyons comment est-ce que l'esclavage s'est articulé ici, en Nouvelle-France et sous le régime britannique. D'abord, l'esclavage qu'on va rencontrer ici est un esclavage de nature domestique versus un esclavage de nature économique ailleurs dans les Amériques. Encore une fois, quand je parle de ailleurs dans les Amériques, c'est à partir du sud des États-Unis, les États du Sud, jusqu'au Brésil. Parce que dans le nord des États-Unis, les États du Nord avaient un esclavage quelque peu semblable à ici, c'est-à-dire un esclavage en contexte urbain. L'historien Marcel Trudel a répertorié 60% des personnes asservies au Québec qui étaient en milieu urbain versus 40% en milieu rural. L'historien Moses Finlay a divisé à travers l'histoire les différentes sociétés par rapport à l'esclavage en deux types de sociétés. D'un côté, on a les sociétés esclavagistes, dont l'économie est basée sur l'esclavage. C'est-à-dire qu'on retire l'esclave de l'équation et la société s'effondre, l'économie s'effondre. Pensons au sud des États-Unis, pensons à Haïti, où est-ce que l'économie est basée sur l'esclavage.
Donc, d'un côté, on a les sociétés esclavagistes et de l'autre côté, on a les sociétés avec esclaves. Une société avec esclaves, c'est une société où si on retire l'esclave de l'équation, la société continue à tourner parce que ce n'est pas le fondement économique de cette société. Pensons au nord des États-Unis, pensons à ici. Ici, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves, on retire l'esclavage, puis la société continue à tourner. Donc ici, on assiste à une société avec esclaves versus une société esclavagiste ailleurs dans le monde atlantique. Le premier esclave qui arrive à Québec, en Nouvelle-France, arrive en 1629. Il s'appelait Olivier le Jeune. Olivier le Jeune arrive lors de la prise de Québec par les frères Kirk en 1629 et vendu à un traître du nom de Le Bailly. Et quand les Français reprennent la colonie en 1632 à travers le traité de Saint-Germain-en-Laye, eh bien, les Kirk s'en vont, Le Bailly, le traître, il s'en va aussi, mais va confier ce jeune homme à Guillaume Couillard. La famille Couillard va l'envoyer chez les Jésuites, qui à l'époque avaient une espèce de bicoque, je dirais ça comme ça, une cabane, dans ce qui est maintenant le lieu historique national, quartier Brébeuf, hein, dans Limoilou. Et donc, c'était la résidence Notre-Dame-des-Anges. Et voici ce que le père Paul le Jeune écrit en 1632. Il écrit « Je suis devenu régent en Canada. Je vois l'autre jour un petit sauvage de côté et de l'autre petit nègre ou mort à qui j'apprenais à connaître les lettres. Et je n'aurais point échangé ces deux étudiants pour le plus grand auditoire de France. » C'est dans les relations des Jésuites. Et donc, ce jeune homme est le premier esclave au Canada. Mais au-delà de son statut d'esclave, parce qu'il faut toujours se rappeler que l'esclavage, c'est un statut. L'esclavage n'est pas une identité. Il y a des humains derrière les esclaves. Et donc, au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada. C'est pas le premier à venir ici, parce que dans l'équipage de Champlain, il y aura des personnes africaines ou afro-descendantes, notamment quand il sera sur l'île Sainte-Croix en 1604, à Port-Royal en 1605. Toutefois, c'est le premier Africain à vivre de manière permanente ici. Et c'est aussi l'un de nos premiers étudiants. Dans toute l'histoire académique canadienne, l'un de nos premiers étudiants était ce jeune homme qui était originaire, selon les sources, soit de Madagascar ou encore de la côte de Guinée. À ne pas confondre avec la Guinée actuelle, le pays, la Guinée. La côte de Guinée s'étendait pratiquement de la Mauritanie jusqu'au Cameroun, donc à quelque part en Afrique de l'Ouest. Et donc, Olivier le Jeune sera baptisé par Paul le Jeune en 1634, 33-34, et c'est là qu'il va recevoir le nom de Olivier le Jeune. Chose qui est importante à toujours se souvenir, c'est que ce n'est pas son vrai nom. C'est pas le nom que sa maman lui a donné, que sa famille lui a donné en Afrique, à Madagascar. C'est son nom colonial. C'est son nom de baptême, c'est son nom d'esclave. Et il était très récurrent dans l'esclavage, partout dans les Amériques, à donner un nouveau nom aux esclaves, soit quand on les achète, soit quand on les baptise. Selon Marcel Trudel, les noms les plus communs pour des esclaves, qu'ils soient autochtones ou noirs, je vais y revenir, étaient Marie pour les femmes et Joseph pour les hommes. Comme tout le monde dans la population. Toutefois, on va donner des noms particuliers aux esclaves. On va retrouver, chez les francophones, on va retrouver des Louis XIV. On va retrouver des Versailles, des 100 pistoles. Les pistoles qui sont de l'argent, on connaît 3 pistoles dans le bas du fleuve. Il y a une personne à servir, ça s'appelait 100 pistoles. C'est possible que ce soit le prix qu'elle était achetée. Chez les anglophones, on retrouvait des César, César, Pompée, l'autre général romain adverse de César pendant la guerre civile. On va retrouver des Platon, Caton, l'homme d'État romain. On va retrouver des Jupiter. Donc, on va donner des noms prestigieux aux esclaves. On va retrouver aussi des Nemo. Et Nemo, en latin, ça veut dire personne. Et donc, cette personne, qui n'est rien dans l'échelle sociale, qui n'est rien dans la pyramide sociale, c'est un bien meuble. Mais en plus de ça, son nom veut dire personne. Et donc, Olivier le Jeune sera baptisé par le père Paul le Jeune
On va lui donner le nom de Olivier, à l'honneur d'Olivier le Tardy, commis général de la Compagnie des Sans-Associés. Et le jeune, en l'honneur, très probablement, du père Paul le Jeune. Olivier le Jeune va passer toute sa vie ici et décède en 1654, le 10 mai, inhumé le jour même dans le cimetière de la Côte de la Montagne. Dans le monde atlantique, l'esclavage commence dès 1492. Cette date que tout le monde connaît, l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, eh bien, Christophe Colomb, lors de son premier voyage, va ramener des Autochtones en Espagne pour les réduire en esclavage. Donc, l'esclavage colonial, l'esclavage transatlantique en Amérique va commencer dès l'arrivée européenne, du moins dès l'arrivée de Christophe Colomb. En termes de population, comme je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'esclaves ici comparé à ce qui s'est fait ailleurs dans les Amériques. L'historien Marcel Trudel, toujours, a répertorié 4185 esclaves sur le territoire que constitue aujourd'hui le Québec, de 1629 à environ début des années 1800. 4185. Sur ce nombre, les 2 tiers étaient des esclaves autochtones, qu'on appelait les bannis. Donc, 2683 esclaves autochtones, 1443 esclaves afrodescendants et africains et 59 non spécifiés. Par contraste, on parle de 12,5 millions d'Africains qui ont été déportés de l'Afrique vers les Amériques. Et 12,5 millions est un chiffre conservateur, parce que certains historiens vont jusqu'à 17 millions et d'autres vont encore plus loin si on compte les personnes qui sont mortes en Afrique à travers les raids, à travers les famines créées par les guerres, etc. Bon, c'est une autre conférence. Mais entre 12,5 et 17 millions d'Africains déportés de l'Afrique vers les Amériques. Et sur ce nombre, on va retrouver certains d'entre eux ou encore de leurs descendants ici même au Québec, au Canada. Et entre 2 et 5 millions d'Autochtones ont été réduits en esclavage dans les Amériques. Donc, vous voyez, ici, au Québec, comme on dit, on n'est pas dans la même game. Toutefois, on fait partie de ce réseau-là. Et souvent, c'est ce qu'on oublie quand on parle de notre histoire. On oublie qu'on est connecté au reste du monde atlantique. Le sucre qu'on mange ici, il vient d'où? Des Antilles. Cultivé par qui? Les esclaves. Le rhum qu'on boit, même chose. Au 19e siècle, la morue de bonne qualité qui était pêchée en Gaspésie était envoyée en Europe. Et la morue de mauvaise qualité était vendue dans les Antilles jusqu'au Brésil pour nourrir les esclaves dans les plantations. Nous sommes connectés à ce monde-là. Une quarantaine de bateaux négriers ont été construits au Canada, 19 à Terre-Neuve, 16 au Nouveau-Brunswick, 7 en Nouvelle-Écosse et 4 au Québec. Le plus vieux, 1715, le duc de Bourbon, construit à Québec, amorce ses voyages transatlantiques en 1725. Et le bémol qui est important d'ajouter ici, c'est que ces bateaux ne sont pas toujours construits dans l'optique de devenir des bateaux négriers. Mais toutefois, plus de 16 000 esclaves, plus de 16 000 Africains ont été déportés vers les Amériques dans des bateaux faits ici au Canada. Et sur ce nombre, 2 000 n'ont pas survécu au voyage. L'esclavage est intimement lié au type d'économie d'une société. Le fait que notre esclavage soit domestique ici, c'est à cause de notre économie. Comme vous savez très bien, il n'y a pas de coton qui pousse ici, il n'y a pas de canne à sucre qui pousse ici. Nous n'avons pas une économie agraire. Bien sûr, oui, il y a de l'agriculture, mais ce n'est pas ce qui fait rouler l'économie. Notre économie est basée sur la traite des fourrures et la pêche. On n'a pas besoin de partir 100, 200 personnes dans la forêt pour aller chercher des fourrures. Toutefois, si on a une plantation, on a besoin d'avoir 100 ou 200 personnes sur la plantation pour récolter du sucre, du coton, du tabac, du café, du cacao. Et donc, notre économie est intimement liée au type d'esclavage.
Mais maintenant, qu'est-ce qui définit le type d'économie? Eh bien, le climat. Il fait trop froid ici pour pouvoir faire pousser de la canne à sucre. Il fait trop froid ici pour faire pousser du coton. Et c'est la raison pour laquelle on a peu d'esclaves. Plusieurs historiens, dès le 19e siècle, dès François-Xavier Garneau, Benjamin Sulte, et même jusqu'à aujourd'hui, plusieurs historiens vont prétexter le fait qu'on n'a pas beaucoup d'esclaves ici à cause d'une quelconque supériorité morale de nos ancêtres. Le fait qu'on n'a pas beaucoup d'esclaves ici, c'est pas à cause de la quelconque supériorité morale de nos ancêtres. J'appelle ça la théorie, l'ère magique du Saint-Laurent. C'est comme si des gens qui quittent une même société en France à l'époque, et ton cousin qui s'en va à Haïti, puis toi tu viens ici, tout d'un coup tu arrives ici, puis tu respires l'air du Saint-Laurent, puis t'es changé. Ce sont les mêmes sociétés, ce sont les mêmes générations. Toutefois, le climat, la situation géographique ne permet pas d'avoir beaucoup d'esclaves ici. Dès les années 1680, le gouverneur Brisé de Denonville va écrire au roi Louis XIV pour nous donner le droit d'avoir des esclaves ici. Et Louis XIV dit « Oh, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous qu'ils puissent survivre à l'hiver. » Parce qu'on s'imagine qu'on va les acheter, ils vont arriver ici, puis ils vont mourir à cause du froid, les esclaves africains. Entre 1716 et 1721, l'intendant Michel Bégon va écrire plusieurs fois au roi Louis XV pour qu'on puisse avoir des cargaisons d'esclaves ici. Il va lui envoyer une pétition de plusieurs noms qui sont prêts à acheter des esclaves. Il va dire, écoutez, on pourra les mettre à profit dans les champs de chanvre, dans les mines, et pour s'occuper des personnes âgées. Et donc, c'est quelque chose on veut des esclaves, mais notre situation géographique ne le permet pas. Et par le climat, et par le fait qu'on est un peu excentré des réseaux habituels du commerce triangulaire. Et pour la petite histoire, le père de Michel Bégon a contribué à écrire le Code noir de 1685, qui donnait un cadre législatif à l'esclavage dans les Antilles. Les tâches qui étaient faites ici étaient principalement des tâches ménagères. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans les maisons, qui servent les repas, qui font le ménage, qui s'occupent des enfants, qui vont marcher. Et dans le reste du monde atlantique, c'était des travaux agraires. Donc, les gens qui vont récolter, qui vont labourer la terre, récolter, bon, vous connaissez, j'ai pas besoin d'expliquer les travaux agraires, vous connaissez. Toutefois, on va retrouver ici des esclaves dans les champs. Et comme je vous dis, c'est pas une économie agraire. Donc, les gens, on peut les utiliser en milieu rural pour faire les différentes tâches agricoles ou comme défricher la terre. Comme que dans le monde atlantique, on va retrouver de l'esclavage de service aussi. Les gens qui sont dans les maisons, qui servent le repas, etc. Souvent, on fait la différence, on dit esclaves des champs et esclaves de maison. Et ce qui est particulier, c'est que souvent, les gens vont dire, non, mais vous savez, ici, c'est l'esclavage domestique, donc c'est plus facile. Il n'y a pas l'anonymat des plantations. Et on n'est pas témoin de tous les sévices corporels comme on peut voir dans les plantations. Des gens à qui on se fait couper les pieds, couper les mains, couper les parties génitales, ou XY. Toutefois, il y a la violence psychologique et très certainement les violences sexuelles aussi. L'esclave appartient au maître. Et au nombre de métis qu'on voit dans les archives, c'est une réalité ici aussi. Il y a un élément qui est particulier, c'est que pour les esclaves des champs, ils habitent loin, comme la plantation s'est faite à toute la zone agraire, tu as la grande maison qu'on appelle the big house en anglais, et puis tu as le quartier des esclaves, le quartier entre guillemets. Donc les maisons sont un peu reculées. Ce qui fait que les personnes asservies ont une certaine occasion de se rassembler, de se sauver de l'œil inquisiteur du propriétaire. Donc, il y a un moment où est-ce qu'ils peuvent passer ensemble dans leur vie privée. L'esclavage domestique, 24 heures sur 24, tu es avec ton propriétaire.
Et s'il veut t'appeler à 3 heures de la nuit pour venir chercher le pot de chambre ou vider le pot de chambre, tu dois te lever à 3 heures de la nuit puis aller le faire. Et donc, tu es sur appel 24 heures sur 24 et sous l'œil inquisiteur du propriétaire. Et il y a moins l'élément de collectivité aussi. Dans les maisons des esclaves, vous êtes une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Il y a plusieurs interactions, mais l'esclavage domestique, tu as une ou deux personnes. Et donc, c'est le poids psychologique de l'esclavage domestique qu'on oublie souvent. Maintenant, comment est-ce que l'esclavage se termine et comment est-ce qu'on résiste à l'esclavage? Ici, au Québec, on résiste à l'esclavage principalement à travers la fuite. Hein, j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc, les esclaves s'enfuient. On est de Québec, on va vers Montréal. On est de Montréal, on va vers Québec. Dans la deuxième partie du 18e siècle, beaucoup d'esclaves vont fuir vers les États-Unis. Le Vermont, en 1777, déjà va abolir l'esclavage. Donc, on pense toujours au contraire. Au 19e siècle, on pense toujours au chemin de fer clandestin où les esclaves américains fuient les plantations américaines pour venir se réfugier au Canada. Oui, ça existait, mais on oublie le chemin contraire du Canada vers les États-Unis. Dans le monde atlantique, on aura aussi la fuite, et vous voyez le pictogramme où est-ce qu'on a plus d'une personne, parce qu'on peut fuir plusieurs personnes ensemble, mais aussi fonder des collectivités dans des lieux éloignés, dans des montagnes, dans des marais, dans des forêts. On les appelle les nègres marrons, des communautés marronnes. Au Brésil, on appelle ça les quilombos. Et ces gens vont résister et vont vivre en autarcie. Et souvent, vont même se mélanger avec la population autochtone, ce qui va donner naissance à des autochtones noirs, comme les Garifunas dans les Antilles, ou encore les Séminoles noirs en Louisiane. Bien sûr, dans le monde atlantique, on a la révolte armée. Comme je vous ai dit, partout à travers les Amériques, il y a eu des rébellions armées. Et celle qui a le mieux réussi, la révolution haïtienne. Hein. Ici, comme ailleurs dans le monde atlantique, on peut acheter notre liberté. C'est-à-dire qu'un esclave qui, son jour libre, son maître lui permet de louer ses services et que le maître ne récupère pas l'argent, ben à la longue peut accumuler, économiser, et ainsi acheter sa liberté. Si encore une fois, le maître décide pas de juste prendre l'argent puis de le garder en esclavage, parce que rappelez-vous, le propriétaire n'est tenu à aucune loi, il peut faire ce qu'il veut de son esclave. Ici, l'esclavage va disparaître devant les tribunaux. En 1798, une femme du nom de Charlotte, qui appartenait à Jane Cook, Charlotte qui est née en Afrique, libre. Elle est à Montréal en février 1798, apprend que Jane Cook veut la vendre et elle s'enfuit. Elle est rattrapée, elle est amenée devant le juge James Monk. On dit à Monk, voici Charlotte, elle est en fuite, il faut la punir. Puis Monk dit, OK. Il s'en va dans les livres de loi, puis réalise qu'il n'y a aucune loi en lien avec l'esclavage. L'esclavage ici n'était pas légal. C'est un esclavage de fait. Les gens le font par habitude. Mais Monk, il dit, ben écoutez, il n'y a pas de loi, je ne peux pas la punir. Pop! Acquitté. Et donc Charlotte, les gens la voient revenir, puis ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là, comme tu n'es pas en prison? Puis comme, non, il n'y a pas de loi. Les esclaves se lèvent, puis ils s'en vont. Manuel Allen s'en va, Ruth s'en va, Robin s'en va. Ils sont plusieurs à s'enfuir. On les rattrape, on les amène devant James Monk. On dit, Monk, voici des esclaves, sont en fuite, il faut les punir. Et Monk dit, écoutez, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Et tout esclave que vous allez amener devant moi, je vais les libérer. Acquitté, acquitté, acquitté. Et c'est comme ça que l'esclavage disparaît ici. À l'époque, on appelle le Bas-Canada, hein, au Québec. Au début des années 1800, parce que Charlotte a eu le courage de fuir, les autres aussi. Et Monk a eu l'intégrité d'appliquer cette absence de loi-là. Et ce qui est particulier, c'est que Monk, on ne sait pas encore si c'est par sympathie abolitionniste ou par intégrité. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi.
Mais il faut savoir qu'à cette époque, les années 1780-1790, la notion d'abolition de l'esclavage courait beaucoup dans les cercles intellectuels en France, en Angleterre, aux États-Unis aussi. Donc peut-être que Monk était sympathique à cette cause-là, mais on ne sait pas encore. Les propriétaires d'esclaves de Montréal vont faire une offensive juridique pour donner un cadre légal à l'esclavage. Ils vont engager un homme pour les représenter au Parlement, et cet homme s'appelait Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph Papineau, le célèbre patriote. Et Joseph Papineau, lui, quand il a été élu au Parlement en 1792, avec son premier salaire, s'est acheté un esclave du nom de Prince. Et donc, on va venir au Parlement à Québec, essayer de donner un cadre légal à l'esclavage, mais la loi va être repoussée, puis meurt au feuilleton, tombe entre les craques. Et de toute façon, il n'y a plus d'esclaves à garder en esclavage, ils sont partis. Donc, c'est pour ça, ici au Québec, au Bas-Canada, on parle d'une disparition de l'esclavage et non d'une abolition de l'esclavage. Notamment parce que ce n'était pas un enjeu économique et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Si ça avait été un enjeu économique, ça aurait été différent. On voit à Haïti, ça a pris une révolution. Aux États-Unis, ça a pris une guerre civile. En France, ça a pris des tractations parlementaires pendant des décennies. L'esclavage est aboli en 1848, mais dès la fin du 18e siècle, on parle d'abolition de l'esclavage. En Angleterre, ça va prendre 50 ans. Wilberforce, dès les années 1780, va essayer de faire passer une loi pour abolir l'esclavage. Ça va être fait en 1833. Et donc, ici, au Canada, notre date officielle de l'abolition de l'esclavage, c'est le 1er août 1834. Parce qu'à ce moment-là, on fait partie de l'Empire britannique. Mais au Québec, ça fait déjà une trentaine d'années que l'esclavage a disparu. Mais dès le 1er août 1834, et à chaque 1er août, c'était une tradition afro-canadienne et afro-québécoise de célébrer la fin de l'esclavage. Et donc, chaque 1er août, partout à travers le Canada, à Montréal, à Toronto, à Halifax, à Vancouver, les Afro-Canadiens fêtaient cette grande fête d'abolition de l'esclavage, avec des discours, des festins, des parades dans les rues. Donc, ailleurs dans le monde atlantique, l'esclavage disparaît soit par rébellion armée, par guerre civile, ou encore par loi passée au Parlement. Un peu plus tôt, j'ai parlé des esclaves autochtones, qu'on appelait les panis, qui sont les esclaves qui étaient le plus nombreux ici, notamment parce qu'il était plus facile de s'approvisionner en esclaves autochtones. Les panis n'étaient pas des esclaves de la région d'ici, pour des questions pratiques, des questions diplomatiques. C'est-à-dire, si tu réduis en esclavage une personne dans le coin, elle va dire, écoute, je vais retourner chez nous. Donc, il faut aller chercher des gens qui sont plus loin. Comme dans l'esclavage transatlantique, on va chercher des gens en Afrique pour les amener dans les Amériques. Et donc, ici, les panis, originellement, étaient achetés ou capturés chez une nation qui s'appelait les Pawnees, qui était dans la région du Midwest américain, Missouri, etc. Et à force d'acheter ou de capturer des Pawnees, le terme est devenu un terme générique pour désigner tout esclave autochtone, qu'il soit Sioux, Apache, Atikamekw, Meskwaki. On les appelait les panis. Pour une question diplomatique aussi, parce qu'admettons, si tu as des esclaves Sioux chez toi qui ont été saisis pendant la guerre, à un moment donné, le gouvernement de la Nouvelle-France va avoir des tractations, des pourparlers de paix. Puis les Sioux vont dire, OK, on fait la paix, mais envoyez-nous les prisonniers. Donc là, il faut aller cogner chez les gens et dire, écoute, ton esclave Sioux, il faut que tu l'envoies, on a signé la paix, tout ça. Et donc, les gens sont mis à désigner tout esclave autochtone en tant que pani. Donc, ils étaient achetés, capturés dans le Midwest américain, la région des Grands Lacs. On va retrouver même des Inuits réduits en esclavage ici. Vous voyez, je parle de Sioux, de Apache. On est beaucoup plus loin. On est rendu dans les grandes plaines américaines. Pourquoi? Parce que c'était le confin du territoire de la Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France est toujours en conflit avec les gens
dans les confins, les territoires sur lesquels elle est en train de s'élargir. Et donc, il y a conflit entre nations. Les alliés de la Nouvelle-France vont capturer des esclaves autochtones, du moins des combattants autochtones, vont les renvoyer vers Détroit, à travers les Grands Lacs, jusqu'à Montréal et Québec. Les captifs africains ou afro-descendants viennent rarement directement d'Afrique parce que c'est pas rentable pour les bateaux négriers de venir jusqu'ici. Déjà, c'est pas un gros marché, mais aussi c'est beaucoup trop loin. Pour un bateau négrier qui part de l'Afrique vers les Amériques, c'est plus rentable de se rendre jusqu'en Guadeloupe, c'est plus facile, ou Haïti, ou encore la Louisiane, ou New York, ou Boston, puis d'ensuite retourner vers l'Europe pour descendre vers l'Afrique, hein, le commerce triangulaire. Donc, c'est plus pratique ça de prolonger le voyage de peut-être, je ne sais pas, une semaine, admettons, 2 semaines, de se rendre jusqu'à Québec pour ce petit marché, parce que de toute façon, ta cargaison, tu vas t'en départir où que tu ailles. Les gens n'ont pas besoin de se rendre jusqu'ici. Et surtout qu'ici, le fleuve Saint-Laurent n'est navigable qu'une partie de l'année. C'est pas rentable. Et donc, pour se procurer des esclaves noirs, ils vont être très souvent commandés. New York, Boston, Philadelphie, Guadeloupe, Haïti. Je connais quelqu'un, un marchand en Guadeloupe, qui disait, bon, ben écoute, peux-tu m'envoyer un homme, une femme, s'il te plaît, l'homme qui s'y connaît en agriculture, la femme qui sait bien cuisiner, et idéalement qu'ils aient eu la rougeole et la variole. On le spécifiait pratiquement tout le temps, parce que ce sont des maladies qu'on n'attrape qu'une fois. Donc, si la personne l'a déjà eu, elle ne va pas le revoir. Donc, déjà, ça, c'est une chose de fait, et donc, elle ne risque pas de mourir de ces maladies. C'est comme l'équivalent aujourd'hui de dire vacciné. Et très souvent, ces personnes étaient assurées préalablement. Comme ça, si elle meurt en chemin, bien, la personne ne va pas perdre son investissement. Il y a des compagnies britanniques d'assurance qui vont avoir fait fortune à l'époque de l'esclavage. Vous voyez ici la coupe du Brooks, qui était un bateau négrier. C'est un plan de coupe, en fait, qui montre le transport des personnes, des captifs, des personnes qui sont déportées vers les Amériques, qui sont déportées dans des conditions horribles. À l'époque de la Nouvelle-France, un esclave autochtone coûtait en moyenne 400 livres. Un esclave noir coûtait en moyenne 900 livres. Et pour donner un comparatif, un porc pouvait coûter 50 livres et une vache pouvait coûter 100 livres. Et le comparatif est important parce que ces personnes, elles sont traitées comme du bétail. On les achète, on les vend, on les donne, on les lègue, on les échange, on les loue. Ils sont traités comme du bétail. Et donc, un esclave autochtone vaut en moyenne 8 porcs. Un esclave noir vaut en moyenne 9 vaches. Ici, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves, il n'y a pas de marché aux esclaves, c'est-à-dire un endroit dédié à la vente aux esclaves, comme on peut voir partout ailleurs dans les Amériques. Toutefois, on peut vendre les esclaves au marché. Donc, on amène notre esclave au marché, puis on le vend entre un baril de farine, puis un cheval. Ils sont vendus à l'encan. Ah bon, je commence 400 livres une fois, 2 fois. Bon, l'encan, comme vous connaissez. Mais à partir du régime britannique, à partir de la conquête et de l'arrivée de la presse écrite à la Gazette de Québec, William Brown, 1764, eh bien, à partir de ce moment, on va annoncer les esclaves dans les journaux. Et donc, dans la deuxième moitié du 18e siècle, on ouvre les journaux de Québec et il n'est pas rare de voir des annonces d'esclaves à vendre. Donc, vous voyez, en haut à votre gauche, en 1788, est annoncé à vendre ensemble. Beau et belle mariée. Elle est âgée de 23 à 24 ans, de la hauteur de 5 pieds et demi à 6 pieds anglais. Elle est âgée de 22 à 23 ans, tous deux d'une bonne constitution. Et donc, on va vanter les qualités de ces personnes asservies pour pouvoir les vendre, pour pouvoir s'en départir.
Et en fait, cette annonce, c'était les esclaves de Jacques Guichot, qui était curé de la paroisse d'une paroisse sur l'île d'Orléans. Il va les vendre les deux à son beau-frère, qui était le juge Thomas Donne. Et en 1796, il y a un grand feu qui va brûler l'église des Récollets, qui va laisser place à la cathédrale Holy Trinity. Eh bien, apparemment que c'était à cause, du moins à l'époque, on va mettre ça sur la faute de Michel, le fils de ces deux personnes, qui apparemment jouait avec un canon dans l'écurie. Le feu va prendre à la paille à la maison à l'église des Récollets. Vous voyez ici l'utilisation de ce fameux mot en haine, dont on a tant parlé il y a plusieurs mois de ça. Permettez-moi de faire une petite parenthèse très rapidement. Parce que là, vous le voyez dans son contexte naturel. C'est un mot qui a un poids historique très fort. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut faire attention quand on l'utilise. Tantôt, je l'ai utilisé en citant Paul le Jeune. Vous voyez, en le lisant ici, cette annonce, je ne l'ai pas cité. Je ne l'ai pas dit. Il faut comprendre, en fait, si on pense que ce mot-là est synonyme de noir, il nous manque des éléments d'analyse. Ce n'est pas que synonyme de noir. C'est synonyme de viol. C'est synonyme d'inceste. C'est synonyme de gens qu'on a traités comme des biens meubles. C'est synonyme de gens qu'on a achetés, qu'on a donnés, qu'on a légués, dont on s'est départis. C'est synonyme de ces personnes à qui on a coupé un pied parce qu'elles s'enfuyaient. C'est synonyme de personnes qu'on a pendues à des arbres aux États-Unis au 20e siècle. Synonyme de ces gens à qui on se battait par la suite pour récupérer une jointure ou un orteil pour garder en souvenir. Synonyme de ces personnes à qui on a coupé les parties génitales, à qui on a enlevé la peau pour faire des ceintures au 20e siècle. C'est synonyme de ces personnes qu'on a enduit de miel, qu'on a enterré jusqu'au cou pour laisser dévorer par les insectes. C'est synonyme de tous ces corps qui reposent au fond de l'océan Atlantique, ces corps noirs qui n'ont pas survécu à la traversée, ce qu'on appelait le passage du milieu à l'époque. Ce mot-là est synonyme de tout ça. Si vous regardez en haut à votre droite maintenant, vous voyez une annonce pour un esclave autochtone, 1789. C'est à vendre, un garçon pani, environ 17 ans d'âge, remarquablement sobre, très en santé, robuste, un excellent servant à table. En bas à gauche, 1791. À vendre, environ 18 ou 19 ans d'âge, fort, très en santé. Toujours on vante les qualités de l'esclave. Et a eu la rougeole et la variole. Vous vous souvenez, j'en ai parlé un peu plus tôt. Et on comprend très bien le farming business, l'agriculture. Mais c'est un point intéressant. Il parle anglais, français et allemand. Et il n'est pas rare pour les esclaves de parler plus d'une langue. S'ils sont nés en Afrique, ils vont parler leur langue maternelle, et souvent même parler plus d'une langue. Par la suite, ici, après le régime britannique, puisqu'on chevauche deux types de langage, souvent on va parler les deux, anglais et français. Mais en plus de ça, s'ils ont appartenu à un propriétaire allemand, tu vas parler allemand. Et si lui te vend un propriétaire hollandais, tu vas parler hollandais, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas rare de voir des esclaves avec plus d'une langue. Et souvent, ça va devenir un argument de vente, mais aussi un trait caractéristique pour le retrouver quand il s'enfuit. Et puis, à votre droite, en 1790, on parle d'une jeune et robuste femme propre à presque toutes sortes d'ouvrages. Bonne cuisinière, femme de chambre, sait traire les vaches et faire le beurre. Il y a un autre type d'annonce qu'on retrouve dans les journaux à l'époque. Il y a les annonces d'esclaves à vendre et les annonces d'esclaves en fuite. Ces annonces-là sont très importantes parce qu'à défaut d'avoir des gravures, à défaut d'avoir des peintures qui illustrent les Afro-Québécois de l'époque, eh bien, on a leur description dans les annonces de fuite. Parce que quand ils s'enfuient,
on veut les retrouver. Et donc, on les décrit. On décrit l'apparence vestimentaire, mais l'apparence physique aussi, et certains traits caractéristiques comme le langage parlé et les aptitudes intellectuelles. Et donc, à défaut d'avoir des images, on a ces descriptions. Et pour moi, ce sont les documents les plus importants que l'on possède afin de mieux connaître les personnes asservies à l'époque. Voyez en haut à votre gauche, publié en 1794 dans la Gazette de Québec. Il dit « s'est enfui de chez le soussigné à New Richmond, dans le district de Gaspé. Isaac, qui se donne le nom de Charles, quelquefois. » Donc ici, on peut y déceler une stratégie de fuite, de changer de nom. On dit qu'il a environ 5 pieds, 8 ou 10 pouces de haut, parle bon anglais, un peu français et micmac. 3 langues. Il est âgé d'environ 38 ou 40 ans, et a quelques dents de devant qui manquent et a eu le bout de ses gros orteils gelés. En bas à gauche, 1791. Il s'est enfui de chez le soussigné dans la nuit du 13 du courant. Chloé, âgée d'environ 30 ans. Moyennement robuste, mais pas grande. Parle anglais et un peu français. Et comme elle a emporté toutes ses hardes et d'autres qui ne lui appartiennent pas, on n'est pas certain de son habillement. Et ça, c'est important, parce que c'est une stratégie de fuite. Très souvent, on va le voir, surtout chez les femmes, elles vont quitter avec plusieurs vêtements et changer leur habillement. Et donc, ces annonces nous permettent de visualiser ce à quoi auraient pu ressembler ces personnes, mais aussi de comprendre les stratégies qu'elles ont mises en œuvre pour pouvoir acquérir leur liberté. Et à votre droite, s'est enfui le printemps dernier, Ruth, qui est suspectée d'être vers Saint-Jean. Et à chaque fois, on offre une récompense, aussi 8 $, 9 $, 16 $, 4 $. Et donc, quand j'ai décidé de mettre sur pied l'exposition Fugitif, je me suis basé sur ces annonces d'esclaves en fuite afin de pouvoir illustrer ces personnes, afin d'avoir une idée ce à quoi auraient pu ressembler les captifs afro-québécois dans la deuxième moitié du 18e siècle, mais aussi de parler de résistance. Comme j'ai dit, ici, il n'y a pas de résistance armée, mais les gens vont résister. Ça permet d'aller à l'encontre du récit de l'esclave apathique, de l'esclave qui fait que subir son sort. Ici, on a des gens qui ont résisté à la hauteur de leurs moyens à travers la fuite. Voici un exemple ici. André. André est annoncé le 14 mai 1767 dans la Gazette de Québec. On le décrit comme étant mulâtre. Et le terme mulâtre est aussi un terme qui vient de l'esclavage, parce que qui servait à désigner l'enfant d'une personne blanche, d'une personne noire. Mais mulâtre est un terme animalier, parce que quand on mélange un âne avec une mule, du moins quand on mélange un âne avec une jument, ça donne une mule. Et quand on mélange une mule avec une jument, ça donne un mulâtre. Et donc, c'est un terme qui est apparu à l'époque où les gens étaient traités comme du bétail. Aujourd'hui, il est préférable de lui substituer le terme métis, qui à l'époque ici servait à désigner l'enfant d'une personne blanche, d'une personne autochtone, mais aujourd'hui peut désigner tout métissage, tout mélange. Et donc, on peut jeter le terme mulâtre dans les poubelles de l'histoire avec ce fameux mot en haine aussi. Donc, André, on le dit, de moyenne taille, fort vif et alerte, donc en capacité intellectuelle, ayant la bouche extraordinairement grande, les lèvres grosses et les doigts croches. Donc, vous voyez l'accent qui est mis sur sa bouche, sur ses lèvres, ça, c'est pas très éloigné de l'élément caricatural qu'on retrouvera jusqu'au
aujourd'hui. Il parle bon anglais, français, un peu hollandais et écossais. André parle 4 langues. On suppose qu'il porte avec lui de faux certificats de sa franchise et de faux passeports. Stratégie de fuite. André a fait faire ou a fait lui-même des faux documents pour prouver sa liberté. Donc, on peut dire que c'est une fuite préméditée. Il est remarquable pour se mettre proprement et pour porter un mouchoir attaché autour de la tête. Et le mouchoir, pour moi, je trouve ça intéressant comme détail parce que ça fait le lien et avec les Antilles, et avec le sud des États-Unis, et avec l'Afrique, que ce soit les turbans ou encore ce qu'on appelait les tignons pour les femmes en Louisiane à l'époque. Et donc, voici ce à quoi aurait pu ressembler André selon Dimani Mathieu Cassando. Donc, on le voit mis proprement. On le voit turban sur la tête, mouchoir attaché autour de la tête. On voit ses doigts croches et on voit aussi ce faux certificat de sa franchise. Ce certificat, puisque on n'avait pas le certificat d'André, nous nous sommes inspirés d'un certificat qui a été émis à Cato Ramsey à New York en 1783. Lors de la Révolution américaine, plusieurs esclaves et hommes libres se sont battus du côté des troupes britanniques. On les appelle les loyalistes noirs. Plusieurs ont quitté dans l'Empire britannique et plusieurs sont venus s'installer au Canada, dans les Maritimes, en Nouvelle-Écosse et ici même au Canada. Et donc, on leur faisait souvent des documents pour pouvoir traverser. Et donc, le document que vous voyez à l'écran est inspiré de celui de Cato Ramsey en 1783. Un autre exemple, Joe. Joe est annoncé le 24 décembre 1778. Il s'est enfui de l'imprimerie de Québec, mardi dernier. Joe appartenait à William Brown de la Gazette de Québec. Brown fonde la Gazette de Québec en 1764 et 4 ans plus tard, en 1768, il va écrire à son mentor, William Dunlop, à Philadelphie. Et il lui dit, est-ce que tu peux m'envoyer un esclave, s'il te plaît, entre 15 et 20 ans, honnête et qui, idéalement, ait eu la rougeole et la variole. Encore une fois, on le spécifie. Et de prendre soin au préalable de l'assurer avant d'amorcer le voyage. Donc, on ne sait pas si Joe est celui qui sera envoyé de Philadelphie, mais on sait que dès la fin des années 1760-1770, Joe est ici à Québec. Et Joe, c'est particulier parce qu'il est né en Afrique, vous le voyez. Donc, libre. Le visage rond et plein, un peu picoté. Donc, c'est possible que ce soit lui qui ait survécu à la variole. Et il parle anglais, tolérablement français. Mais ce qui est particulier avec Joe, c'est que c'est l'esclave qui s'est sauvé le plus souvent dans notre histoire ici. Joe s'est sauvé au moins 10 fois. Vous voyez, il est né libre en Afrique et refuse manifestement son statut d'esclave. Et donc, dès 1773, on le retrouve dans les archives où il est emprisonné pour 4 shillings. Il va s'enfuir et on le retrouve sur un bateau, on le ramène. Tout au long des années 1770, Joe se sauve, on le rattrape. Se sauve, on le rattrape. On le met en prison. Il sort, se sauve, on le rattrape, on le fait fouetter par le bourreau. Vous voyez, l'annonce que vous voyez ici, c'est sa cinquième tentative de fuite. Il est rattrapé et il est amené en prison. Il va passer du temps en prison et fouetté en prison par le bourreau. Ce qui ne va pas l'empêcher de s'enfuir encore les années suivantes. Il va encore une fois monter sur un bateau, on le reprend du bateau, on le ramène ici, il va passer plusieurs mois en prison, on va s'enfuir avec un autre prisonnier qui s'appelait John Peters. En 1775, William Brown de la Gazette de Québec va même l'engager, ou l'envoyer du moins, faire ses tours de garde lors de la tentative de prise de Québec, lors de la Révolution américaine. William Brown possédait un autre esclave du nom de Sanny.
Et il va envoyer ces deux faire le tour de garde à sa place. Il va les payer 1 shilling. Dans les années 1780, William Brown va essayer au moins 5 fois de vendre Joe. Il veut s'en départir. Joe se sauve tout le temps. Et finalement, au début des années 1790, Joe va décéder, mais toujours en tant qu'esclave. Cette fois-ci, il va appartenir à un autre homme, mais il n'aura jamais réussi à s'enfuir. Mais ce n'est pas faute d'essayer. Et donc, voici ce à quoi aurait pu ressembler Joe, selon l'illustratrice M. Voici Nemo et Cash, publié le 4 novembre 1779 dans la Gazette de Québec. Déjà, vous voyez Nemo, j'en ai parlé un peu plus tôt. Hein, donc, voici un Nemo. Donc, Nemo est né en Albanie, dans l'État de New York, âgé d'environ 18 ans d'âge, environ 5 pieds de haut. Il a le visage rond et plein, un peu picoté. Il parle anglais, passablement français. Et il s'enfuit avec Cash. Cash qui parle anglais et français avec beaucoup de facilité et qui a emporté une quantité considérable de linge et autres bons effets qui ne sont pas à elle. Il est vraisemblable qu'elle changera d'habillement. Stratégie de fuite encore. On l'a vu avec Chloé, alors voilà avec Cash. Et voici ce à quoi Nemo et Cash auraient pu ressembler selon l'illustratrice Valmont. Donc on voit Nemo, le visage rond et plein, picoté, hein, donc qui a survécu à la variole. Son gilet à bavaloise rayée. Donc bavaloise, c'est 2 séries de boutons, comme ça. On l'a qualifié comme ayant de vieux bas de laine aussi, et des souliers anglais. Et on voit Cash aussi avec tous ses vêtements qu'elle apporte afin de pouvoir changer son apparence. Et finalement, dernière annonce que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les fugitifs, l'exposition est désormais en ligne au fugitif, au pluriel.ca. Donc, vous pourrez voir les illustrations, mais aussi beaucoup plus d'informations à propos de ces personnes. Et donc, Robin, Lydia et Jane sont annoncés en 1798. On dit de Robin qu'il a une chemise, des grandes culottes de grosse étoffe, une veste de couleur pâle, un chapeau de laine, de vieux souliers. Il est parti accompagné de Lydia, ou Lille, dont le teint est presque mulâtre. On dit qu'elle est habillée d'une courte robe rayée de bleu et blanc, un jupon de droguet bleu et un bonnet de soie noire. On dit qu'elle est grosse et bien prise. Il est possible qu'ils aient changé leur harde encore. Vous voyez? Ils ont amené avec eux un enfant mulâtre appelé Jane, qui a environ 4 ans. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas dit que Jane soit la fille de Robin. Je vous ai parlé des sévices sexuels à l'époque. Il est possible que Jane soit la fille du propriétaire, qui s'appelait James Fraser à l'époque, qui avait acheté Robin et Lydia dans le New Jersey quand ils étaient enfants. Donc, et ici, c'est pas dit que c'est une famille. Donc, peut-être que c'est la fille de Lydia, peut-être que c'est une enfant qui tout simplement appartenait à la famille. Ils ont décidé de s'enfuir ensemble. Robin est rattrapé en 1798. Il va se trouver un emploi chez le tavernier Richard Dillon à Montréal. Il est rattrapé, il est amené devant le juge James Monk. Dans la foulée de la fuite de Charlotte et de Manuel Allen et de Ruth, eh bien, Robin est amené devant le juge James Monk et Monk refuse de le condamner. Et c'est le dernier esclave dans l'histoire du Québec à être arrêté pour avoir été un fugitif, et c'est la dernière annonce à avoir été publiée dans ce cadre-là. Et donc, voici ce à quoi aurait pu ressembler Robin, Lydia et Jane, selon J.F.
Et donc, sur ce, merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, merci au rendez-vous d'histoire et à Catherine Ferland de m'avoir laissé cette occasion de partager avec vous cette passion pour l'histoire. Donc, je vous souhaite un bon tout. Bye.